Bonsoir chers téléspectateurs, merci une fois de plus d'être avec nous dans Expression. Bonsoir. Bonsoir Paul. Souley Agara Souley, bonsoir. Bonsoir Paul. Voilà, et ce soir nous allons vous parler d'abord de Sous l'orage de Seydou Badian. Et ensuite nous sommes rendus à l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle de Siba. Nous avons rencontré madame la directrice avec le directeur adjoint. Et nous allons terminer la troisième partie par la chronique de Innocente sur le déconfinement. Sous l'orage de Seydou Badian, publié en 1957. Seydou Badian Kouyaté, qui utilise ses... Plus radieux, hein, on retrouve des personnages qui veulent vivre autrement. Même le père Benfa, en fait, son mariage, comme tu l'as dit, le mariage de sa fille. Mais c'est une recherche d'auréole, hein? Oui. Parce qu'il a d'ailleurs, dès le début du roman, comment organiser ce mariage-là, comment faire de manière à faire reconnaître sa réputation. Hein, voilà, c'est ce qu'il cherche en fait. Oui. Donc il y a cette ambition-là du père Benfa. Il y a même l'ambition de Samou également et de Kani quand il passe devant une belle maison, les rêves qu'il formule d'avoir cette maison, ambition légitime. Hein? Oh, yes. Comme tu le dis également, il y a l'initiation également, hein? La circoncision bien sûr, mais on insiste plutôt sur l'initiation qui a consisté à envoyer Birama et Kani au village pour qu'ils se rebranchent dans la coutume, dans la tradition, avant de revenir en ville. Il y a également, et ça il faut qu'on en parle, les dissensions familiales. Les dissensions familiales sont quelquefois liées aux connaissances traditionnelles, aux connaissances liées aux sciences cartésiennes, dans la mesure où, par exemple, quand on parle du microbe, le microbe, on ne le voit pas, qu'ils refusent de boire dans le même récipient, dans la mesure où ils savent qu'en buvant de cette façon-là, on peut se rendre malade et on peut partager les microbes. Et sont les connaissances-là, au fond, le père Benfa, il n'a pas tort. Parce qu'il ne voit pas le microbe. Mais il y a d'abord, la première barrière, c'est la barrière des préjugés. Comme aujourd'hui, personne ne voit le coronavirus des yeux en tout cas. Oui, c'est la barrière des préjugés. Oui. Parce que si il avait accepté d'avoir une certaine ouverture d'esprit, il aurait pu accepter que les jeunes lui expliquent ce qu'est le microbe. Mais lui, a priori, il n'en veut pas. Il ne veut pas savoir ce qu'est le microbe. Et ces préjugés se retrouvent chez les jeunes. Les jeunes gens qui ne veulent pas que le père Benfa ou bien la maman ou bien quelqu'un d'autre, un ancien, leur explique les valeurs traditionnelles, la profondeur des valeurs traditionnelles. Parce que justement, s'ils avaient écouté, peut-être aussi serait plus perméable et la communication se serait passée autrement. Et ce sont les préjugés de part et d'autre qui rendent difficile le fait d'accepter ou de comprendre les réalités de la vie ou de la science traditionnelle ou de la science cartésienne. Je pense qu'également, toujours pour continuer sur les dissensions familiales, hein, je pense que voilà, quelquefois l'unité familiale est superficielle, hein, parce qu'il a fallu qu'il y ait cet élément perturbateur de l'annonce du mariage de Kani pour que la famille se divise en deux groupes, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Oui, oui. Et ces dissensions familiales-là, on le sent si on sort même du cadre de Sous l'orage, lors des successions, après les décès. Il y a une sorte de simulacre d'entente familiale, mais dès que le patriarche décède, dès qu'on parle de succession, d'héritage, voilà ce qui se passe. Le projet du narrateur, mais c'est des facteurs, ce ne sont pas des facteurs endogènes, c'est des facteurs extérieurs à la famille. Mais il y a d'abord... En ce sens que tout vient de l'apport de l'Occident, de l'apport de l'école. Tout vient être perturbé par ce qu'on apprend de l'autre côté. Et la réceptivité, comme elle le dit, s'il y avait eu le temps de communiquer, de s'expliquer, on n'aurait pas eu un désaccord si profond. La famille reste solide. La preuve, c'est que pour régler un peu ces dissensions, le père Benfa trouve la bonne idée, c'est de renvoyer ses enfants vers le village. Et ils sont récupérés par qui? Par l'oncle. L'oncle des enfants, donc par le Djigui. Djigui qui veut dire espoir. Voilà.
Et il va bien jouer son rôle. C'est vrai, il y a toute une symbolique. Voilà. Mais moi, il m'arrive de penser quelquefois quand même que l'harmonie familiale, est-ce que quelquefois ça ne repose pas sur l'autoritarisme du père, l'organisation de la structure familiale? De toute façon, Voilà. nous savons que cette société qui appartient au Sahel, elles ne sont pas toutes comme cela, mais ces sociétés qui appartiennent au Sahel, la société du cadre temporel spécial du roman, cette société, elle est phallocrate. Bien. La place de la femme, elle est définie d'une autre façon. Ce n'est pas aussi simple que cela, mais par rapport aux apparences, par rapport au choix des membres de cette société-là, elle est purement phallocrate. Ne serait-ce que pour l'extérieur. Pour tout le monde, ce sont les hommes qui dirigent. Et même si une femme a une opinion qui peut être bénéfique à tout le monde, elle ne le dira jamais en public. Parce qu'il faudrait qu'elle se montre comme celle qui est soumise et que la bonne idée vient toujours du père. Du père. Celui qui est le représentant du père. Le représentant, c'est du sexe masculin, de l'autorité masculine, tout simplement. La femme, elle n'a pas de... C'est un peu comme la statue de cet artiste-là. La femme, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de... Oui, c'est le choix de Seydou Badian. C'est le choix de Seydou Badian. C'est le choix ou parce qu'il a voulu montrer une réalité? Oui, c'est ça que je dis. C'est un choix de montrer une certaine réalité. Mais nous savons que la place de la femme, elle existe. Elle existe. Pas de façon ostentatoire, mais elle existe réellement. Elle existe. Et justement, moi, je pense, silence, elle joue un rôle. Voilà. Et moi, je pense que ceci, c'est un choix de l'auteur. On ne lui refuse pas d'avoir la liberté de montrer sa société telle qu'il la voit d'une certaine façon. C'est une peinture sans complaisance, je dirais, de la société traditionnelle. Mais on verra, je crois que au-delà de ces petits défauts qu'on peut relever, c'est une société qui est assez solide, qui a ses valeurs, qui a ses forces. On sent qu'il y a des excès de part et d'autre. En même temps que, justement, il y a le procès de l'école qui est fait, on le sent d'ailleurs avec le muezzin qui a décidé de ne jamais envoyer sa fille à l'école. Et ce qu'il invoque, c'est que les jeunes sont incapables, les jeunes oublient leurs coutumes et pour s'arrimer aux valeurs occidentales. Mais les jeunes également, par moments, j'ai l'impression qu'il y a de l'excès, ils délaissent un peu trop leurs coutumes. Donc il y a un croisement entre enracinement, déracinement. Il y a ceux qui n'arrivent pas à bien accueillir les valeurs occidentales. En l'occurrence, le père Benfa ou le muezzin, ceux-là, c'est des conservateurs. Mais en face d'eux, Thiéman, l'infirmier, c'est un exemple d'une réussite de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Il a reçu de l'Occident et il assume correctement. Le père Digui lui-même, dans ce conflit qui divise complètement la famille, il va amener vraiment de manière très habile le père Benfa à changer de position. Le roman a été publié en 1957. Aujourd'hui, malheureusement, ce schéma n'a pas changé. C'est toujours, n'est-ce pas, cette opposition entre la ville avec des complexes de supériorité et d'infériorité venant de part et d'autre, entre ceux qui habitent en ville et ceux qui habitent au village. La structure rurale n'a pas bénéficié des changements économiques, des changements sociaux, des changements matériels liés à la mondialisation. Exact. Malheureusement, voilà pourquoi les villes africaines sont surpeuplées, parce que le développement, si on peut parler de développement matériel, n'est pas arrivé dans les villages. Et tout le monde vient en ville pour être nanti, pour être moderne, pour être dans un certain confort matériel. Parce que justement, quand on va dans les villages, mais c'est triste de voir que des villages qui n'ont pas changé pendant 40 ans. Les personnes-là, pourtant on est dans un village planétaire, pendant 40 ans, le système social, sanitaire n'a pas changé. Et c'est pourquoi les préjugés sont tenaces.
Les retombées du développement n'ont pas atteint les villages. Au contraire, même, quelquefois même, hein, cet exode rural-là a amené même une sorte de ruralisation même de la ville, avec des habitudes, des habitudes, je ne dirais pas paysannes, hein, mais voilà, les gens qui crachent partout, les gens, même si, je ne veux pas qu'on revienne sur ce débat qui consiste à dire que les gens des campagnes sont plus propres que ceux de la ville. Mais en tout cas, on en voit certains qui n'ont pas des comportements de gens qui sont habitués à vivre dans l'urbanité. Voilà, c'est comme ça que je peux le dire. Il y a une certaine... sans fâcher ni choquer qui que ce soit. Il y a une certaine culture urbaine. Il y a aussi une culture du village, mais il y a une culture urbaine. Et justement, pour vivre en ville, il faut posséder, maîtriser, connaître cette culture-là. Les codes culturels. Il y a des codes qu'on ne réussit pas à proposer à ceux qui ont grandi au village. Parce que justement, ils auraient pu rester chez eux et accepter ce qu'ils veulent et vivre dans un confort et rejeter ce dont ils ne veulent pas. Mais ils n'ont pas ce choix-là. On ne propose pas ce choix-là en Afrique, tout simplement. Sous l'orage est un classique. Moi, en général, quand je lis des romans qui suivent servilement le schéma narratif, je suis toujours déçue. Par contre, ce n'est pas le cas avec Sous l'orage. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas senti une déception par rapport à la structure même du roman. Et ce que je constate, c'est au début, les premiers chapitres, les premiers chapitres et les derniers chapitres sont les plus longs du roman. Dans le premier chapitre, on a le père Benfa, on a le mouton, n'est-ce pas? Le mouton du père Benfa, il en est fier. Il y a le singe Boubouni, il y a Karamoko le dernier né, on parle de Manténé, on nous parle du Muezzin Fadiga. On voit une structure et on a peur de dire que Seydou Badian est en train de caraméliser, qu'il est en train de nous proposer une société sucrée. Mais quand on connaît le Sahel, on sait que c'est une peinture. Oui. N'est-ce pas? Sans complaisance. Mais au début, il nous montre comment vivre. Quand on est de l'extérieur, comment on voit vivre les membres d'une famille traditionnelle, villageoise. Bien sûr, autour des années 60, bien sûr. Mais c'est tellement agréable. On est heureux. En lisant les premières lignes, on est heureux en même temps et on partage et on vit le bonheur de ces personnes-là. Avant que ne vienne l'élément perturbateur. D'accord? Mais je pense qu'ils sont dans un jardin d'Éden. Ah oui, c'est tellement beau. Et maintenant, les chapitres qui suivent, après l'élément perturbateur, dès qu'on parle de Famagan le marchand, on a de petits chapitres. Il y a même des chapitres qui font que 2 pages. Chaque fois qu'il y a une nouvelle péripétie, c'est 2 pages, 3 pages, 4 pages, pas plus, jusqu'à la fin. Et après, quand on a senti qu'arrivait l'élément de résolution, on voit les chapitres qui deviennent aussi longs qu'au début. Parce que justement, Seydou Badian souhaite que justement Kani et ses frères et ses amis, ses camarades reviennent à de meilleurs sentiments, que Père Benfa avec ses pères qui reviennent, et que justement le souhait, je pense, de Seydou Badian est que le jardin d'Éden du début revienne dans ce village, revienne dans cette famille-là. Nous savons que le narrateur ne nous a pas dit si le mariage a eu lieu ou non. Oui. Oui. Il ne nous a pas dit. Peut-être que Seydou Badian n'a pas osé, comme certains auteurs des siècles passés dans d'autres civilisations, il n'osait pas proposer une fin radicale de peur de s'attirer les foudres de la société en général. Peut-être qu'il a choisi là de nous laisser penser, de nous laisser choisir, parce qu'on ne sait pas s'ils sont mariés ou non. Mais on a quelques indices. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas osé nous parler du mariage? Je pense que c'est... c'est pas le happy end, comme on verrait dans certains romans, où le drame familial se résout, tout le monde retrouve sa sérénité, tout le monde retrouve les objets ou l'objectif recherché. Mais le père Benfa cesse de faire pression sur Kani. Et ce,
après avoir écouté Djigui, son frère. Djigui, hein. Donc, quelque part, la voie est ouverte pour ce mariage qui était hypothéqué, qui était complètement compromis. Hein. On peut le supposer. Hein. La thématique du mariage, c'était juste un prétexte pour montrer justement cet orage-là, ce déchirement de l'Afrique, Ouais. mais ensuite qui se termine par une réconciliation. Oui. Et donc le mariage n'est peut-être qu'un prétexte, Oui. mais après, Oui, cette oui. société, il y a une forme d'harmonie, comme le dit Innocent, qui à la fin apparaît, se crée, et on sent ça. Yes. On peut comprendre oui, ça comme ça. Hein. Sous l'orage est l'un des rares C'est romans, qui rend agréable l'utilisation du schéma narratif. Ces emprunts à l'oralité, Oui. les chants, les proverbes. Alors là, Voilà. toutes les 2 pages, tu as un proverbe. Et là, on baigne en plein dans la sagesse africaine. Oui, il y en a qui peuvent retenir quand même l'attention. Par exemple, à la page 56, le séjour dans l'eau ne fait jamais d'un tronc d'arbre un crocodile. Nous pouvons avoir aussi à la page 27, l'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains et s'en va dans leurs mains. Oui, au-delà de ces lectures, qu'est-ce qu'on peut... Le séjour dans l'eau ne fait pas d'un bois un crocodile. Et c'est par rapport à l'acculturation. Et parce que justement, le père Benfa dira qu'ils seront jamais des blancs. Si je peux revenir avec le roman à la page 26, s'il te plaît. Oui. À la page 26, qu'est-ce qu'on a? Il dit « Mon père et le père de mon père ont fait ainsi. Tu t'en trouves mal, va-t'en avec les blancs. Je t'ai mis à l'école pour que tu saches lire. Je n'ai jamais voulu que tu deviennes un blanc. » Et le père Benfa riait de bon cœur lorsqu'on lui disait que les blancs aimaient se promener avec leurs femmes. Et qui reste à la maison alors, répondait-il. Le chien? Le père Benfa et Sibiri riaient également autrefois. Il riait lorsque Birama refusait de boire dans la calebasse commune parce qu'elle contenait ces maudits petits êtres dont on parlait tout à l'heure. Et justement, à la page 26, on voit ici que le père Benfa veut dire que ce n'est pas parce qu'on a été à l'école française qu'on va être un blanc. Le déracinement. Le déracinement. Et là, c'est la thématique du déracinement. Et ça, c'est très moqueur. Il se moque, la preuve. Chaque fois, il fait beaucoup d'humour pour montrer que ces jeunes gens ont tort de penser qu'un jour, ils pourraient être comme des Occidentaux. Moi, je vais insister sur une citation là. Oui. Tu auras la bénédiction de Dieu si tu suis tes parents. Wow. Oui. Alors là, vous adhérez parce que ça peut poser un problème. Hein, alors, oui, cela pose un problème. Cela pose un problème parce que dans la tradition, c'est impossible de s'opposer à la volonté des parents. Mais on peut savoir qu'il y a des parents, les parents immédiats, les parents directs, c'est-à-dire le père et la mère, qui sont quand même anxiogènes. Ça peut exister. Mais est-ce que c'est... Oui. Ça, c'est l'exception. Hein? Alors, l'exception. Mais oui. Est-ce que par rapport à l'exception, oui, on doit toujours obéir? Ou bien on doit avoir assez de jugement pour réagir différemment. Toujours est-il que, quand c'est dans la tradition, les parents directs, le papa et la maman, le père et la mère, quand ces parents sont différents, quand ils sont dans l'exception, comme tu dis, on a recours aux oncles paternels, aux tantes, on a recours aux voisins, on a recours à l'imam, on a recours à toutes les personnes qui sont censées détenir une sagesse pour régler les différends qu'il y a entre les parents et les enfants. Mais dire de façon péremptoire, heureusement qu'avant que je ne finisse de parler, Souley a dit les exceptions. Mais le problème des exceptions existe. Est-ce que les parents, est-ce que les enfants sont obligés de subir l'insupportable? Oh bon, non. Subir l'insupportable, non. Ben oui, c'est un problème, en fait. Pas un problème difficile, ce n'est pas une équation compliquée. Dans la société traditionnelle, la famille, ce n'est pas la famille nucléaire. C'est la famille au sens large. Et les paroles sonnent un peu comme dans un système d'écho. Ce que le père dit, tu vas le retrouver en écho chez la tante ou chez l'oncle. Ils disent tous la même chose. Et si tu suis leurs enseignements,
eh bien, tu as des chances de ne pas t'égarer et de faire même plaisir à Dieu. Voilà ce qu'il veut dire. Voilà, Soulé, je comprends bien, tu as dit tu as des chances de ne pas t'égarer. Voilà. Mais justement, si j'ai relevé cette citation-là, c'est parce que nous sommes dans le contexte de sous l'orage et nous sommes dans le contexte de l'opposition de deux cultures. Oui. Et moi, je suis de ceux qui pensent que à un certain moment, il est important que les jeunes, que chacun individuellement, même dans une société comme la société traditionnelle ou moderne, que chacun décide de faire des choix personnels qui n'ont rien à voir avec le choix des parents. Je pense que ça, en son temps, c'était valable, mais aujourd'hui, si on doit revenir si on doit rester dans le présent, bon, suivre les parents, c'est avoir la bénédiction de Dieu. Ça veut dire si on suit les parents et on se fourvoie, on expose le bon Dieu à... Le bon Dieu ne se trompe pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'en même temps qu'on suive les parents en termes d'éducation, en termes de rapport sur le plan social, mais dans les choix personnels tels que le mariage, parce que c'est là où je voulais qu'on en arrive, le mariage, à mon avis, ça relève exclusivement des partenaires, les garçons, comme la vie. Il y a autre chose. Moi, par exemple, la réaction de Kani. Je ne sais pas pourquoi c'est l'école qui est directement responsable. Même dans la société purement traditionnelle, avant qu'il y ait l'influence des civilisations étrangères, des civilisations occidentales, mais une jeune fille pouvait refuser un mariage parce qu'elle n'était pas amoureuse. Maintenant, elle plie. Ça, on l'oublie souvent, on n'en parle pas. Elle peut plier ou pas, mais même quand il n'y avait pas l'influence des civilisations étrangères, le mariage d'amour était recherché par les jeunes gens. Après, ils pouvaient accepter le sort et obéir à leurs parents, mais l'amour appartenait à la personne à qui elle a donné son cœur et non à la personne à qui la main a été donnée. Oui. C'est-à-dire, ce que je refuse, c'est de penser ou bien d'affirmer que justement le rejet de celui qu'on n'aime pas est imputable à la civilisation occidentale. C'est ce que je refuse. Le même point de vue. Voilà. Oui. Parce que des gens, on pouvait refuser celui qu'on n'aime pas. Parce qu'on était amoureux, on était amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu l'occidentalisation qu'on refuse de se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas. On aimait avant. Et on choisissait avant. Maintenant, la tradition voulait que les parents agissent différemment. Ça, c'est un autre problème. Voilà, il ne faut pas qu'on noircisse le tableau. Mais il faut faire attention avec ces questions-là. Hein. La tradition, elle était solide. Ça, du point de vue de l'auteur, le modèle occidental était toujours à questionner. C'était un modèle à questionner. La preuve, aujourd'hui, la parole est libérée. Les filles peuvent refuser, ont la liberté de choisir. Tant mieux. Mais l'histoire de Kani. L'histoire de Kani, je dis de nos jours. De nos jours, elles sont plus. La parole est libérée. La parole les filles elles ont la liberté. Elles peuvent choisir. Il faut mettre quelquefois liberté entre guillemets. Bon, les parents sont derrière. Quand il y a des problèmes de caste, quand il y a des problèmes de richesse, quand il y a des problèmes de religion. Il y a quelques îlots où on retrouve un peu ces pressions de la tradition, c'est le poids de la tradition. Moi je vois le contraire. Ce qu'on voit là, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que les sociétés traditionnelles sont encore plus vivaces. Oui. Bon, en fait, il y a d'autres valeurs ou contre-valeurs qui entrent maintenant en ligne de compte par rapport au mariage. Il y a l'argent, la situation sociale, la fortune. D'accord ? Il y a d'autres valeurs ou contre-valeurs. Ça ne s'est pas amélioré. Est-ce que les sociétés traditionnelles sont plus stables que les sociétés modernes ou c'est les sociétés modernes qui sont plus stables? Le nombre de divorces
qu'on peut observer maintenant. Il est très élevé. Justement, parce que la parole a été libérée. Justement, on ne peut plus, on ne veut plus, on se sépare. Alors que là, c'était l'hypocrisie. Il fallait rester, souffrir, vivre. Et c'est les femmes qui subissaient. Alors donc les divorces, ça va, c'est bon, c'est ça? Divorce? Oui. Quand ça ne va plus, il n'y a plus rien à faire. La liberté, c'est que chacun aille de son côté. Là, c'est là où il y a problème. Bah oui, on est d'accord. Mais je ne veux pas qu'on s'attarde sur ça. Il faut qu'on avance. On aura l'occasion de revenir sur ça. Je voudrais, Soulé, est-ce qu'on ne peut pas parler des personnages types? Oui. Comme par exemple le père Benfa. Bon, le père Benfa, je pense que tu as commencé à en parler, n'est-ce pas? Et on en a parlé. Mais on peut parler peut-être de Kerfa et Aladi. Oui. Parce que ces deux-là, à mon avis, ont joué à peu près le même rôle. Hein? Parce que pour moi, Kerfa, c'est celui qui a fait un peu bouger les lignes, qui a convaincu les jeunes, bien sûr avec Tcheman le soignant, qui a convaincu les jeunes qu'il fallait aller vers justement ces vieux, entre guillemets, parce que peut-être qu'ils étaient malheureux, mais ils ne savaient pas le dire, c'est l'orgueil, ils étaient sous le coup de l'orgueil et qu'il fallait aller les rencontrer. En même temps, je pense également que c'est aussi Aladi qui va, sous les conseils du père Digui, aller voir le père Benfa et décanter la situation, calmer tout le monde et faire au final que Père Benfa revienne à de meilleurs sentiments. Je crois qu'il y a des personnages qui jouent des types. Oui, la typologie, dans la structure des personnages, il y a de grandes figures. Maman Téné, c'est l'image même de la femme soumise. La femme soumise, qui est dans un rapport de soumission. Oui, mais qui réfléchit et qui essaie de trouver des solutions. Elle n'est pas passive. Oui, elle n'est pas passive. Mais par rapport à sa fille, elle était embarrassée. Entre la continuité du respect à la tradition et l'émancipation de sa fille. Cette tradition qui pèse, qui a des pesanteurs, qui freine un peu la fille dans sa volonté de voir d'autres horizons. C'est la femme soumise, mais elle est un peu embarrassée. Elle aime sa fille, il faut que sa fille, mais c'est comme ça, elle lui explique, elle l'aide à supporter, mais la fille était déjà partie pour vraiment changer, voir les choses changer. Ouais. Entre les deux mondes apparemment antagonistes, antinomiques, en rapport dichotomique même, il y a 2 ou 3 personnages qui ont su faire le mariage entre la tradition et la modernité. Cette Afrique traditionnelle ne présentait pas que des défauts. Tu as fait allusion à la société phallocrate. Elle fait une part belle à la famille. Voilà. Les divorces, les familles, les sociétés qui n'arrivent pas à lutter contre le divorce, moi j'ai du mal à prendre ces sociétés comme des sociétés exemplaires, non. D'accord. Mais moi je veux soulever qu'on passe à autre chose. Innocente, ça va? Non, parce qu'elle risque de revenir sur ça. Bon. Mais est-ce qu'on peut comprendre ceux qui ont pensé ou qui pensent encore qu'au moment de l'apparition de Sous l'orage, qui est pendant l'époque coloniale, parce que la littérature de l'époque, c'était une littérature de revendication, voilà, etc. Autre chose, mais lui, il parle de mariage, etc. Seydou Badian n'a pas voulu simplement rentrer dans les querelles politiciennes, dans la revendication, dans la dénonciation de la colonisation, certes, mais il a voulu montrer les forces de l'Afrique traditionnelle. Exact. Si on dit que Sous l'orage n'était pas en harmonie avec les enjeux et les exigences de l'époque, si, je pense qu'ils n'ont pas toujours raison. Ça dépend des thématiques, oui. Mais par rapport à certaines thématiques, ils n'ont pas raison. Et que justement, tout simplement, Sous l'orage, Seydou Badian est tellement en harmonie avec son époque, je reviens là-dessus, qu'il n'a pas osé célébrer le mariage de Kani dans le roman. Est-ce que ce n'était pas un affront à la tradition? Est-ce que c'est une œuvre dépassée ou une œuvre encore d'actualité? Une œuvre littéraire de qualité n'est jamais dépassée. Ne serait-ce qu'un témoignage par rapport à une époque.
mais il y aura toujours un intérêt à lire une œuvre. Oui. Sous l'orage, ne serait-ce que la peinture de ces sociétés traditionnelles que nous ne connaissons plus, que certains ne connaissent plus. Oui. Et il y a aussi les thématiques par rapport à l'oralité. Quand on nous renvoie au vers, au proverbe, à cette littérature-là, Sous l'orage ne sera jamais une œuvre dépassée. Oui. Chers téléspectateurs, ne bougez surtout pas. Une petite pause et on revient à la deuxième partie. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Deuxième partie, nous nous sommes rendus à l'Institut de pharmacopée de médecine traditionnelle à Ciban. À l'entrée de notre institut, des labs vraiment que vous constatez. Vraiment, le bâtiment qui est brûlé, ça s'est produit lors des élections en 2016. Après les élections, on a eu vraiment cet incendie. C'est du vandalisme en fait. Et l'aile qui a été brûlée, c'est l'aile qui abritait notre herbier national. Et grâce à cette époque, au ministre en fait de l'environnement, aujourd'hui, le ministre Lee White, c'est lui qui a vraiment tout fait pour sauver les collections de notre herbier et en nous offrant un bâtiment à Kalikak. C'est vraiment regrettable parce que à l'heure actuelle, il faudrait encore que l'on fasse vraiment pieds et mains pour pouvoir reconstruire et réhabiliter le bâtiment. Et on est vraiment là-dessus, mais c'est regrettable comme on le dit. Nous-mêmes, on n'a rien compris pourquoi, mais c'est arrivé. L'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle, elle a été créée en 1976. Alors, il faut d'abord en fait, remonter un peu historiquement par rapport à la création de cet institut. Avant la création de l'institut, on avait d'abord, en 1934, en fait, c'était une station expérimentale forestière. Donc, l'arboretum. Et après cette station, le gouvernement gabonais a créé cet institut de pharmacopée de médecine traditionnelle pour pouvoir valoriser en fait nos plantes médicinales et la médecine traditionnelle. Et c'est ainsi que l'institut a pour, comme on dit, mission d'étudier la biodiversité végétale, d'étudier les plantes médicinales et alimentaires, et de valoriser les tradithérapeutes africains, gabonais. Vous savez ce que je pourrais dire, que je ne sais pas si c'est le constat de tous les pays africains ou seulement du Gabon, où la recherche est mal appréciée. Étant donné que la recherche est vraiment très mal appréciée, au niveau des budgets, ces budgets qui sont alloués vraiment à la recherche sont dérisoires. Pour nous, en fait, pour vraiment faire une recherche compétitive et de pointe, ce sont des budgets dérisoires. Mais que cela ne tienne, on fait avec. C'est ce que nous pouvons dire, on fait avec. Et vraiment, le bilan à mi-parcours, comme je peux le dire, pour la recherche, surtout pour les chercheurs, pour ce que nous avons commencé à initier, je suis très satisfaite des chercheurs et ce qu'ils font vraiment avec le peu de moyens qu'on a, le peu de choses qu'on a, mais il y a beaucoup de volonté à avancer
Donc, pour moi, le bilan est positif. Parce qu'en faisant cette réunion la fois dernière avec les chercheurs et par rapport aux travaux qui ont été lancés, il y a beaucoup d'avancements, d'améliorations. Et c'est dommage, si on pouvait nous reconstruire notre herbier national, ce serait encore... ce serait vraiment un bond en avant. Nous venons de prendre la direction, ça fait à peu près 4 mois, si je ne me trompe. Ça fait à peu près 4 mois et l'Institut a beaucoup de conventions et de collaborations avec d'autres États, en fait, avec les pays de la sous-région et même avec les pays du Nord, on peut le dire. Mais maintenant, le problème actuellement, c'est de revoir ces conventions, de revoir ces partenariats à tête reposée et de les relancer. Sinon, on a toujours travaillé en partenariat et c'est ce qui a toujours fait avancer vraiment l'Institut au niveau de la recherche. Le directeur adjoint, le professeur Nestor Ngon, vous parlera mieux des avancées, des partenariats par rapport à l'herbier. L'herbier a beaucoup avancé vraiment à cause de ces partenariats mutualisés. Mais rien pour cette structure, vraiment cette structure, si on peut réhabiliter le site et le bâtiment pour que ça retrouve la beauté d'avant, ça c'est déjà mon grand rêve de réhabiliter vraiment la structure comme elle était avant et que cette structure soit vraiment la vitrine du Gabon et du monde. C'est ce dont on peut rêver pour un institut de recherche, qu'on puisse parler de cet institut de recherche dans le monde, à travers les médias, et pourquoi pas. Nous attendons. On parle de Covid-19. Qu'est-ce que l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle peut apporter comme solution à l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle, qui est un institut de recherche? Nous sommes sans ignorer que déjà que cet institut travaille sur la base des plantes, les plantes médicinales. Les médicaments conventionnels, comme on peut le dire, ces médicaments partent déjà d'une plante avant d'être synthétisés dans les laboratoires et laisser vraiment la plante de côté. Mais la molécule part déjà d'une plante. Et par rapport à la pandémie actuelle, ce que l'Institut propose, en disant, moi je dirais que nous pouvons repartir à la source de nos plantes. Puisque nos plantes, de manière empirique, nous les consommons vraiment presque tous les jours. 80 à 90% de la population africaine consomme les plantes de manière empirique, hein? Et c'est ça la réalité. Ce qu'il faille faire actuellement, c'est de revenir aux sources, travailler en collaboration avec les thérapeutes par rapport aux plantes que nous consommons et que nous connaissons, qui soignent déjà, par exemple, qui ont des activités antigrippales, antivirales, anti-inflammatoires. Et avec les connaissances scientifiques, regardez au niveau de ces plantes, quelles sont les plantes qui ont vraiment toutes ces activités et pouvoir les tester au niveau du virus en collaboration par exemple avec le CIRM, qui est un grand centre de référence et qui savent cultiver les virus en fait. Et en travaillant avec eux, on pourra au moins déjà proposer un protocole et voir que quelles sont les plantes qui agissent vis-à-vis de ce virus. À partir de ce moment, on peut faire une dose thérapeutique
et essayer les médicaments conventionnels et notre médicament traditionnel qu'on aura pu mettre au point. Le Burkina le fait aujourd'hui avec la pivirine. Pourquoi pas le Gabon? Le Gabon trouvera la bonne formule. Merci, madame. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, je pense que cet entretien vous a permis de mieux comprendre cet espace-là, qui est un espace de conservation des essences essentielles, je me répète, du Gabon, et de pépinières, justement, à utiliser dans les recherches médicales, surtout aujourd'hui, où on va vers l'Occident prendre des médicaments chimiques, alors que nos arbres, nos essences peuvent nous permettre, comme l'artémisia, de circonscrire les maladies, les épidémies et les pandémies ultérieures. Dernière partie de notre émission. Oui, M. Soulé, aujourd'hui je vais parler du déconfinement parce que je suis choquée de certains comportements inciviques, mais je suis encore plus indignée par les choix de déconfinement des différents pays dans le monde, quel que soit le continent. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas sociologue, je peux me tromper. Je souhaite d'ailleurs me tromper. Parce que si je me trompe, mais même si je me tromperai de bonne foi. Mais dans ce cas, je souhaite me tromper. Toujours est-il que le déconfinement pose problème, me pose des problèmes. Les travailleurs sont les premiers à rejoindre les bureaux. Et en même temps, il faut amener les enfants à l'école, les plus petits, parce que justement, les parents gardent les enfants. Alors, il faut amener les enfants à l'école pour que les parents puissent travailler, les plus petits. Les plus grands, ils peuvent rester seuls. D'accord? Et pourtant, rien n'est certain par rapport à la maladie. On n'est pas sûr s'il n'y aura pas un autre pic, est-ce qu'il n'y aura pas une recontamination? Mais on préfère prendre le risque de le faire. Et ça, je ne le comprends pas. Parce qu'il faut redémarrer l'économie. Oui, je ne le comprends pas parce que est-ce que ça vaut la peine de tuer encore des personnes pour redémarrer l'économie? C'est ce qui fait penser à une autre stratégie qui est quand même choquante. Celle de certains pays qui ont choisi de pratiquer, comme ça se fait dans la jungle, la sélection naturelle. Tout le monde sort, tout le monde y va. Et les plus faibles vont mourir. Après, certains d'autres, ceux qui ne sont pas morts, ils auront des anticorps. Ils vont développer des immunités. Voilà, ils développent des immunités, ils auront des anticorps, mais ceux qui les plus faibles vont mourir. Dans certains pays où il n'y a pas eu de confinement. Alors, je vois toujours cette situation qui me renvoie à des termes désuets. Le prolétariat, le patronat. Le patronat veut que l'économie redémarre parce que le patronat a envie d'avoir des dividendes. Et le patronat a envie de partager les dividendes entre les différents membres. Alors il faut que les prolétaires repartent au travail, il faut que tout le monde reparte au travail pour que l'économie redémarre. Moi, je ne sais pas si on peut mettre sur un même pied. Est-ce que si on peut mettre sur la balance la vie de certains humains et de l'argent à gagner ou à perdre? Est-ce que c'est comparable? Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a envie de redémarrer l'économie, on a envie de reprendre le travail, on a envie de déconfiner parce que l'économie doit repartir. Même s'il y a des dommages collatéraux, même s'il y a d'autres personnes qui meurent, ce n'est pas grave si l'économie, au final, redémarre. Et voilà, justement... Mais sur le plan scolaire, par exemple, l'ouverture des écoles, est-ce que quelle est ta préoccupation particulière? Est-ce qu'il y a une proposition? L'ouverture des écoles, si j'ai peur d'un redémarrage prématuré. D'accord. C'est tout. Par rapport à la maladie. Bon, là, je me félicite du choix du thème de la chronique ce soir, le déconfinement ou cette crise sanitaire. C'est un sujet
très, très, très important. C'est un sujet, je dirais même historique, parce que cette crise, c'est l'événement du siècle. Tout le monde est d'accord là-dessus, nous sommes dans une période très ou trop troublée. J'ai jamais vu une période où même les experts... Partout. Je ne savais pas que ces milliards étaient de côté, parce que justement, avec ça, on aurait pu éradiquer les maladies dont tu parles. Très bien, ça c'est juste, ça c'est très juste. Il y a une espèce de frénésie compassionnelle, hein. Tout le monde va vers l'autre maintenant par compassion, je mets entre griffes, parce ça que veut dire que sans le coronavirus, on aurait continué à vivre dans cette médiocrité-là, qui ne tient pas compte de l'humain, qui ne montre pas, comme Seydou Badian, que l'homme est le remède de l'homme. Voilà, là, non, je te rejoins entièrement, je suis complètement d'accord avec toi. Et là, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il ne faut pas le faire de manière superficielle. Il ne faut pas que ce soit une compassion de façade. Il faut le faire honnêtement. Ce qui est sûr. Parce que ce retour à la normale... On sera obligé de repenser à notre façon de vivre. Il faut repenser notre façon de vivre. Il faut repenser notre façon de gouverner. Il faut repenser notre rapport à l'autre. Ce que même les gens appellent... Même il faut repenser le discours. Le retour à la normale. Qu'est-ce qu'il y avait de normal? J'espère que ça va se faire, qu'on va repenser. Qu'est-ce qu'il y avait de normal? Parce que le descriptif de ce les gens appellent normal, tu entends on vit au jour le jour. Ça, on l'a répété partout. Mais ça, c'est très triste, vivre au jour le jour. Et c'est la réalité de 80% des populations africaines. Vivre au jour le jour. Exact.